Les hauts fonctionnaires des ministères en charge des affaires étrangères de la Confédération AES sont réunis à Bamako. Ils doivent convenir d'une approche commune dans le cadre de la mise en œuvre du volet diplomatie de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération. Les résultats des travaux seront soumis à l'appréciation des ministres des tutelles. Fin des activités de la 27e édition de la quinzaine de l'environnement. La cérémonie de clôture s'est déroulée sur les berges du fleuve Niger. Près de 120 activités ont été réalisées à Bamako et dans les régions, parmi lesquelles des panels, des journées portes ouvertes, des émissions audiovisuelles de sensibilisation. Pour la campagne hivernale en cours, Mali Météo annonce de fortes pluies accompagnées de vents violents. Pour faire face à d'éventuelles catastrophes, le gouvernement met en place un plan de prévention. Le plus urgent est la libération des servitudes des cours d'eau. Le comité interministériel de gestion de crise et catastrophes a tenu ce matin sa deuxième réunion. Les travaux d'aménagement de la route nationale 27 reliant Bamako à Koulikoro se poursuivent normalement. L'entreprise tient au respect du délai donné par les autorités. La réalisation de ce tronçon d'environ 10 km permettra de fluidifier la circulation. L'une de nos équipes de reportage a fait un tour sur le chantier. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la grande édition de ORTM 1. Nous ouvrons cette édition par la séance de travail que le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de division Oumar Diarra, a eu ce matin avec les chefs d'état-major et directeurs de service. Au sein des échanges, les enjeux sécuritaires, le ministre Diarra a insisté sur la concertation et la coordination entre les différents responsables militaires afin de relever les défis. La rencontre a été suivie par Abdoulaye Sako. Le leadership à travers les actes, l'approche participative, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants à l'écoute de ses collaborateurs. Dans une chaîne de commandement unie et unifiée, le général de division Oumar Diarra enchaîne une série de rencontres avec la hiérarchie militaire. Après avoir pris contact avec les responsables des services rattachés au département de la Défense le mois passé, aujourd'hui c'est au tour de la chaîne de commandement militaire. Conformément aux instructions du ministre de la Défense et des anciens combattants président de la transition, est tenu aujourd'hui à rencontrer le commandement militaire pour premièrement me présenter et puis m'introduire. Et deuxièmement, les adresser tous les encouragements et les félicitations du ministère de la Défense et des anciens combattants, en tête le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Et aussi profiter pour rappeler les missions du ministère, les missions régaliennes de défense de l'intégrité du territoire national, la protection et de leurs biens contre toutes les menaces. Autre point essentiel sur lequel le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants est revenu au cours de cette rencontre. Rappeler aussi les orientations et les perspectives qui sont annoncées. Et le dernier point, c'est de préparer la rencontre entre le commandement militaire et puis le président de la transition, chef suprême des armées. La détermination demeurera inébranlable face à l'hydre terroriste. Les orientations étant clairement définies et chaque acteur pleinement conscient de ses responsabilités. Cela sous la conduite éclairée du président de la transition, ministre de la Défense et des anciens combattants. Et je vous l'annonçais dans les titres, l'Alliance des États du Sahel franchit une nouvelle étape dans la consolidation de son architecture institutionnelle. Les experts et hauts fonctionnaires des affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont réunis à Bamako pendant 2 jours. Ils balisent le terrain pour la prochaine réunion ministérielle et harmonisent par la même occasion les positions diplomatiques dans le cadre de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Alousseni Touri. C'est une synergie d'action de plus en plus visible qui se dessine dans l'espace sahélien. Ce matin à Bamako, les hauts fonctionnaires du pilier diplomatie de la Confédération de l'AES ont accordé leur violon.
Face aux enjeux géopolitiques actuels, l'impératif est clair. La Confédération doit parler d'une seule et unique voix. Hôte de l'événement, le Mali a insisté sur la lourde responsabilité qui pèse sur les épaules de ses experts. Leurs recommandations stratégiques seront directement remises au ministre des Affaires étrangères afin de coordonner l'action de la Confédération face aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. La présente réunion des hauts fonctionnaires du pilier de diplomatie, préparatoire de la réunion des ministres des Affaires étrangères du 19 juin 2026, revêt une importance particulière en raison du nombre de thématiques à examiner touchant tant au renforcement des relations de la Confédération avec les partenaires bilatéraux que multilatéraux, que de la coordination de l'action diplomatique sur les questions d'intérêt commun. Le représentant du Niger a d'ailleurs rappelé les avancées tangibles qui renforcent aujourd'hui la crédibilité de l'organisation. Cette réunion des experts nous offre une fois encore l'occasion de consolider les acquis de notre confédération, qui est devenue une entité géopolitique souveraine qui compte dans la sous-région et sur la scène internationale. Au nombre des succès, l'opérationnalisation de la force unifiée a engendré des succès majeurs sur le terrain. La concertation permanente au niveau de nos chefs d'État, de nos ministres et de nos ambassadeurs a permis de renforcer la visibilité et la reconnaissance internationale de notre confédération. Les mesures fortes prises par le Collège des chefs d'État de l'AES pour garantir aux populations la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral et la concrétisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES sont autant de réponses aux aspirations légitimes des populations sahéliennes. Pour le chef de la délégation du Burkina Faso, cette concertation est le moteur indispensable d'une diplomatie commune et décomplexée. Notre priorité est de bâtir une approche diplomatique commune et solide en vue de construire un espace souverain de sécurité et de prospérité partagée pour le bonheur des populations résilientes du Sahel. Pour cela, nous devons parler d'une seule et unique voix face à nos partenaires extérieurs, afin que nos alliances stratégiques servent le développement de nos populations. Les travaux de Bamako qui se tiennent dans un esprit d'unité confédérale se poursuivent intensément. Ils ouvrent la voie à la grande rencontre ministérielle prévue dans 48 heures. Bonne nouvelle pour les producteurs de Séguéré dans la commune de Bama. Après plusieurs années d'attente, leur bas-fond est finalement prêt pour exploitation. D'une superficie de plus de 100 hectares, les travaux ont été réalisés par le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA sous financement de la Banque mondiale pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Le ministre en charge de l'agriculture a procédé à la mise en eau de ce périmètre irrigué qui va bénéficier à près de 800 bénéficiaires. Jérôme Tendango Kassoum-Milogo de la RTB pour le compte-rendu. 24 ans d'attente, presque le temps de voir naître et grandir bon nombre de ces jeunes, fiers aujourd'hui de voir enfin l'eau couler à flot sur ce périmètre irrigué de Séguéré sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. 20 km de réseau de drainage depuis le barrage de Samandini pour irriguer cette superficie de 180 hectares. Ce périmètre vient soulager les populations de Séguéré qui, il faut le dire, étaient depuis un certain temps dans le désarroi. Il avait été débuté depuis quelques années et était à l'arrêt depuis 2017. Et nous avons reçu instruction en 2023 par le camarade président de faire en sorte que l'ensemble de ces aménagements qui avaient démarré, qui étaient à l'arrêt, puissent être achevés. Grâce à cette maîtrise de l'eau, les exploitants peuvent désormais produire tout au long de l'année. Le défi majeur pour notre pays, comme nous l'avons dit, qui est un pays sahélien où il pleut 4 mois sur 12, sur certaines parties du territoire, le défi, c'est la collecte de la ressource en eau et son utilisation optimale. Je suis très honoré de pouvoir partager avec lui sa satisfaction et sa joie de voir que les travaux qui avaient démarré il y a quelques années ont repris et aujourd'hui sont des travaux qui sont réalisés et qui auront un impact certain sur la vie des populations. Avec l'inauguration de ce périmètre irrigué, Séguéré renforce sa vocation agricole et ouvre de nouvelles perspectives
pour les producteurs de la commune de Bama et de la région de Guiriko. Coût de réalisation des travaux, plus de 3 milliards 800 millions de francs CFA. Le ministre mauritanien en charge de la Défense poursuit sa tournée dans les pays de l'AES. Après le Mali, l'envoyé spécial du président de la République islamique de Mauritanie a été reçu par le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Anana Ould Sidi était porteur de messages. Il en a profité pour faire le point de la coopération entre la Mauritanie et le Niger. Le compte-rendu de cette audience avec Rachida Seyni Ndjouri. Anana Ould Sidi, ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs de la République islamique de Mauritanie, est porteur des messages de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, à son homologue du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience aujourd'hui par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, à qui j'ai remis un message écrit de son frère Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. J'ai également transmis à son Excellence les salutations fraternelles de son frère, président Mohamed Cheikh El Ghazouani, ainsi que ses vœux sincères de progrès, de prospérité et de bien-être au peuple nigérien frère. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'excellence des relations, mais aussi notre attachement constant à leur développement au service de la sécurité, de la stabilité et du développement de notre région. À l'issue de l'audience, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du Niger, chef de l'État, m'a également chargé de transmettre ses salutations fraternelles ainsi que ses vœux de succès et de réussite dans l'accomplissement des hautes fonctions de son frère Mohamed Cheikh El Ghazouani. Cette entrevue témoigne, si besoin est, l'excellente relation diplomatique qui existe entre les autorités de la République du Niger et la République islamique de Mauritanie. Retour à l'actualité nationale. Le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, offre aux habitants de Tabakoro logements sociaux 3 forages, ce qui complète à 538 le nombre de forages réalisés à ce jour. La cérémonie s'est déroulée dans la joie et l'allégresse en présence de notre reporter Yara Dambeli. Sous un ciel nuageux avec de fines pluies, les populations des Tabakoro logements sociaux sont restées sereines pour recevoir 3 adductions d'eau. Il s'agit du 536e, 537e et 538e forage des œuvres sociales du président de la transition qui allège désormais la préoccupation d'approvisionnement en eau potable. La joie qui anime les populations de ces quartiers du 7e arrondissement face à ces liquides précieux est immense. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir ce château d'eau parce que nous souffrons ici tellement de la pénurie et de la coupure d'eau. Aujourd'hui, voir que le président a passé à nous à travers ses œuvres sociales, nous sommes très heureux. Nous sommes très contentes de réceptionner ces fourrages. Dieu seul sait comment nous avons souffert. On pouvait faire 3 jours sans eau. Avant, on achetait de l'eau pour nos besoins. Merci au président. Les 3 forages sont répartis entre les logements 540, 2052 et 3743. Une opportunité pour le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales de rappeler la volonté affichée du général d'armée Assimi Goïta de soutenir les populations. Le président de la transition a attendu la souffrance que vivent les populations de Tabakoro à Tétébougou. Le président de la transition fait agir à chaque fois sa solidarité, son patriotisme et son engagement. Et dire à ceux qui bénéficient de ces forages de bien entretenir ces forages.
Le clou de cette cérémonie inaugurale a été la plantation des arbres au nom du chef de l'État, un geste symbolique qui coïncide avec la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Et à suivre juste après ce journal, un magazine en langue officielle bamanankan consacré à l'inauguration de la maison des pupilles. Et le siège a été réalisé dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et inauguré le 7 juin dernier. Lancement hier à Bamako des activités de la 3e édition des Journées nationales des soins essentiels dans la communauté. À l'ouverture des travaux, la ministre de la Santé et du Développement social a rappelé le rôle important que jouent les associations de santé communautaire dans la prise en charge des besoins des populations au niveau communautaire. Le reportage de Moussa Kamara. Adoptée en 2009, la stratégie nationale des soins essentiels dans la communauté place la santé communautaire au cœur de la réponse aux besoins des populations. Cette revue nationale vise à évaluer sa mise en œuvre, partager les bonnes pratiques et valoriser les innovations sur le terrain. Le présent atelier préparatoire marque un tournant important non seulement pour l'atteinte des objectifs de la prochaine revue de SEC, tant attendue, mais aussi et surtout le renforcement de la pérennisation de la santé communautaire soutenue par la stratégie SEC. Les partenaires techniques et financiers ont salué le rôle déterminant des soins de santé communautaire dans l'amélioration de l'accès aux services de santé. Au nom des partenaires techniques et financiers, je réaffirme notre engagement aux côtés du gouvernement du Mali pour renforcer durablement le système de santé et soutenir les interventions à fort impact au bénéfice des populations. En 2025, le Mali comptait près de 5000 agents de santé communautaire, couvrant plus du quart de la population. À eux seuls, ils assurent plus de 1,6 million de consultations curatives par an, illustrant ainsi leur contribution essentielle au système de santé national. Notre pays a fait le choix d'une souveraineté pleinement assumée. L'année 2026, placée sous le signe de la consolidation de cette souveraineté et du bien-être des populations, nous engage à bâtir un système de santé résilient et reposant de plus en plus sur nos propres ressources. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations à des agents de santé communautaire pour leur engagement, suivi de la visite d'une exposition des articles présentés par le Mali lors du symposium de santé communautaire tenu en 2025 en Thaïlande. Le Mali célèbre les 18 et 19 juin 2026 les Journées nationales du patrimoine culturel. Le thème retenu est « Rôle et responsabilité du corps des Dambé Kolosibao dans la promotion et la transmission du patrimoine culturel ». À la veille de cette célébration, le ministre en charge de la culture livre un message dans lequel il souligne l'importance de la préservation et de la transmission du patrimoine culturel. On en sait davantage avec Aliou Abdoulaye Touri. Pays de vieilles civilisations, le Mali ne pouvait rester en marge de la célébration des Journées nationales du patrimoine culturel. Dans le message qu'il a prononcé en prélude à cet événement, le ministre Mahmoud Daffé a rappelé le contexte de cette journée avant de souligner la nécessité de renforcer les actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel. Les Journées nationales du patrimoine ont été initiées grâce au processus de refondation de notre État et conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation qui ont institué par décret en août 2022 la célébration des Journées nationales du patrimoine sur toute l'étendue du Mali. Nous sommes honorés de pouvoir présenter cette nouvelle édition qui s'annonce sous les thèmes « Rôle et responsabilité des Dambé Kolosibao dans la protection et dans la promotion du patrimoine, mais surtout dans la transmission du patrimoine culturel, matériel et immatériel. » Les Dambé Kolosibao, ce ne sont pas seulement des gardiens de la mémoire. Les Dambé Kolosibao sont des bâtisseurs de l'avenir. Pour donner un éclat particulier à cette célébration culturelle, des innovations majeures ont été introduites afin de valoriser davantage le patrimoine culturel malien. L'innovation majeure, c'est de donner la parole pendant 2 jours à justement ces porteurs du Dambé pour venir présenter et aussi inviter toutes les populations, tous les corps des Dambé Kolosibao, que ce soit les Nyamarala, que ce soit les traditionalistes, les Donso, les Koredouga,
les groupes socio-culturels, les grands groupes familles socio-culturelles du Mali, les chefs de quartier, les légitimités traditionnelles. Tout le monde est invité pour vraiment célébrer ensemble, créer un effet de synergie pour soutenir ce patrimoine culturel malien. Selon le ministre Mahmoud Dafé, l'unité nationale et l'unité sacrée du peuple malien trouvent leur fondement dans la préservation de nos valeurs et la consolidation de notre identité collective. Comme mentionné dans les titres, les activités de la 27e édition de la quinzaine de l'environnement se sont achevées cet après-midi sur les berges du fleuve Niger. Occasion pour la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de dresser le bilan de 2 jours d'activité. Des panels, des journées portes ouvertes, visites de terrain, des émissions audiovisuelles sur la protection et la préservation de l'environnement. Le reportage de Moussa Kamara. Lancée le 6 juin 2026, cette 27e édition a renforcé la sensibilisation aux enjeux environnementaux et encouragé des actions concrètes en faveur de la préservation des ressources naturelles. La cérémonie de clôture a débuté par une course de pirogues des Bozo, remportée par l'équipe de Badalabougou Palais. Les collectivités territoriales ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement dans cette dynamique. Le district de Bamako demeure pleinement engagé aux côtés du gouvernement pour renforcer l'assainissement urbain, améliorer la gestion des déchets, protéger le fleuve Niger et promouvoir une ville plus propre, plus verte et plus résiliente. Au terme de cette quinzaine, nous repartons avec une conviction forte. Les défis environnementaux peuvent être relevés lorsque les initiatives publiques, les collectivités territoriales, les communautés, le secteur privé, les partenaires travaillent ensemble autour d'une vision commune. La cérémonie a également été marquée par un sketch de l'humoriste Suleiman Keita, dit Kanté. Cette clôture coïncide avec la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Après 2 semaines d'activités, de sensibilisation, de reboisement et d'assainissement à travers les pays, la ministre de l'Environnement dresse un bilan satisfaisant de cette 27e édition. Près de 120 activités ont été réalisées à Bamako et dans les régions, traduisant l'ampleur de la mobilisation, la diversité des acteurs. Ces activités ont notamment porté sur la finance climatique, la contribution déterminée au niveau national, les évaluations environnementales, l'éducation environnementale, la grande muraille verte, la gestion durable des pâturages, la restauration des terres, la biodiversité, la protection du fleuve Niger, la prévention des inondations, l'assainissement du cadre de vie, les déchets plastiques, les feux de brousse, et les impacts environnementaux de certaines activités économiques. Ces acquis montrent que la quinzaine de l'environnement n'est pas seulement une campagne de sensibilisation. Elle constitue aussi un cadre d'impulsion à la mobilisation et de valorisation des initiatives concrètes en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations d'honneur et de reconnaissance à plusieurs personnalités et institutions pour leur engagement en faveur de l'environnement. Elle s'est achevée par une minute de silence observée en hommage aux victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie. Et en marge des activités de la quinzaine de l'environnement, l'AEDD a lancé le Forum international pour le financement de 13 programmes prioritaires. Ces programmes visent à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les actions du Mali en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Adam Maïga pour plus de détails. Comment contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? La question sera au cœur du Forum international pour le financement des 13 programmes prioritaires du plan d'investissement de la contribution déterminée au niveau national CDN. En termes de stratégie, vous le savez, après le lancement
des préparatifs du plan d'investissement. Il y aura ce qu'on appelle la table ronde pour la mobilisation des ressources financières en faveur du plan d'investissement. C'est pour réduire les émissions au niveau de tous les secteurs. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est aussi l'une des préoccupations des pouvoirs publics. Nous savons tous que l'ambition climatique ne peut produire ses effets sans une mobilisation conséquente des ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Environnement a mis en place un groupe de travail stratégique chargé d'identifier, d'orienter et d'accompagner la mobilisation des financements environnementaux, climatiques et innovants afin de mieux positionner le Mali sur les opportunités de financement au service de ses priorités de développement durable. Notre ambition est de présenter à la communauté des investisseurs et bailleurs un portefeuille de programmes structurés, crédibles et porteurs d'impact concret sur la résilience des populations, la sécurité alimentaire, la restauration des écosystèmes, l'accès à l'énergie durable et la création d'emplois verts. Pendant ces 2 jours, les participants travailleront à identifier les mécanismes de financement nécessaires, un défi important pour assurer la réalisation des 13 programmes prioritaires et renforcer les actions du Mali en faveur du climat. Et Mali Météo alerte. La saison des pluies sera marquée par des vents violents et des cas de foudre. Le gouvernement anticipe et met en place un plan de prévention déjà en exécution. Parmi les actions prioritaires, la libération des servitudes des cours d'eau et le curage des caniveaux et collecteurs. Ce sont là quelques décisions issues de la 2e réunion du comité de gestion des crises et catastrophes. Le reportage de Daouda Koni. Les prévisions de Mali Météo indiquent que la saison des pluies déjà débutée dans plusieurs régions du Mali sera caractérisée par des activités pluvieuses d'intensité faible à modérée par endroits. Globalement, la saison est très peu humide. C'est une saison qui n'est pas abondante en pluie, en pluviométrie, mais les quantités de pluie que nous attendons suffisent pour mener nos activités, notamment les activités agricoles. Et dans le cas des inondations, évidemment, le risque est toujours là, par endroit. La particularité cette année, c'est que nous avons affaire avec beaucoup des cellules orageuses isolées. Nous avons déjà commencé à enregistrer des cas de pertes matérielles très importants causés par des vents violents. Il y a eu des cas de vents violents dans certaines régions déjà, donc, qui a causé vraiment des dégâts matériels considérables. Et ensuite, il y a eu des cas de pertes en vies humaines donc, causés par les foudres. Donc ça veut dire que cette année, comme l'a déjà annoncé Mali Météo, c'est une année qui sera vraiment chargée, beaucoup de cas de vents violents que nous allons enregistrer et beaucoup de cas de foudre également que nous allons enregistrer. Ce qui peut anéantir ces dégâts, c'est le comportement humain. Avoir le bon réflexe lorsque déjà les nuages se forment, vraiment d'avoir les bonnes attitudes, de ne pas se déplacer trop sous la pluie. Pour atténuer, anticiper et gérer les dégâts par la pluie, l'État malien est en mode anticipation avec des actions sur le terrain. Il prévoit de libérer les servitudes des cours d'eau et de curer les caniveaux. Et en images, Bamako accueille à partir de demain le premier forum Mali-Inde pour la promotion des exportations. Un rendez-vous d'affaires qui permettra de renforcer les liens économiques entre les 2 pays. L'ambassadeur de l'Inde au Mali, comme vous le voyez sur ces images, était face à la presse cet après-midi pour expliquer les enjeux de ce forum. Il a également été question de l'organisation des festivités de la Journée internationale du yoga prévue le 21 juin prochain. Et les administrateurs de l'Office national des postes se sont réunis hier pour leur session ordinaire. Ils analysent les forces et les faiblesses de la structure qui amorce de vastes réformes. Il s'agit pour eux de dégager des pistes visant à renforcer la gouvernance de l'entreprise. Le reportage de Youssouf Diakité et Julie Traoré.
Cette 43e session du Conseil d'administration de l'Office national des postes est une opportunité pour les administrateurs de réfléchir sur les défis liés à la gouvernance de la structure. L'un des défis majeurs, c'est de faire face au challenge de la connectivité et de l'intelligence artificielle. Un important travail de réflexion stratégique a été conduit afin de doter notre entreprise d'une vision claire de son développement à travers un plan de relance structuré, réaliste et orienté vers les besoins des usagers. Son accompagnement demeure un facteur déterminant dans la conduite des réformes et la mise en œuvre des projets structurants de notre institution. La présente session revêt une importance particulière puisqu'elle intervient à la suite du renouvellement du conseil d'administration dont les membres ont été nommés par décret en date du 19 mai 2025. La Poste évolue dans un environnement marqué par des profondes mutations technologiques et économiques qui imposent une adaptation permanente de nos modes d'organisation et de nos offres de services. Dans ce contexte, notre entreprise poursuit résolument la mise en œuvre de son plan de relance avec pour objectif le renforcement de sa gouvernance, l'amélioration de ses performances opérationnelles, le développement de nouveaux services et la consolidation de son rôle dans l'inclusion sociale, financière et numérique de nos populations. Les dossiers soumis à votre appréciation au cours de cette session s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. La session permettra aux administrateurs, après l'analyse des questions soumises à leur appréciation, de formuler des recommandations allant dans le sens du renforcement de la gouvernance de l'Office national des postes. Et près de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué à la République fédérale d'Allemagne au projet Structure régionale résiliente et développement socio-économique au Mali. Ce projet est mis en œuvre dans les régions de Koulikoro, Ségou, San et Gao sur une période de 2 ans à partir de janvier 2026. À la faveur du premier comité de pilotage, les acteurs ont élaboré un document de planification des activités prévues. Le point de la rencontre avec Tchemoro Konati. Appui à la lutte contre la pauvreté au niveau local. Le projet Structure régionale résiliente et développement socio-économique au Mali a démarré en janvier 2026. Il couvre les régions de Koulikoro, Ségou, San et Gao sur une période de 2 ans. Ce premier comité de pilotage qui officialise le lancement du dit projet offre l'opportunité aux acteurs d'élaborer un document de planification des activités à réaliser. Ces ressources, ils vont mettre en compétition les acteurs du secteur privé qui sont intéressés, et quand ils vont identifier les projets pertinents qui remplissent certains critères de fonds, certains critères de pérennité, certains critères d'impact, ils bénéficient de l'accompagnement financier du projet pour agrandir leurs entreprises. Le deuxième aspect, ça c'est le renforcement de capacité pour créer une meilleure maîtrise des outils de développement et une meilleure maîtrise de la chaîne de dépenses publiques. Mais en ayant comme fil conducteur comment assurer une redevabilité qui donne confiance aux populations. Le projet en question est financé par la République fédérale d'Allemagne à hauteur de 3 900 millions de francs CFA. Il s'articule autour de 3 axes stratégiques. Le renforcement des capacités institutionnelles des régions et communes partenaires en matière de développement socio-économique local inclusif, l'appui au dialogue public-privé en faveur d'une planification concertée et inclusive des actions de développement et le renforcement des acteurs du secteur privé ainsi que la promotion des initiatives entrepreneuriales. Cet objectif est en adéquation avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033 qui constitue une déclinaison décennale de la vision Malikura Nyetasra Kabin, Sambafla, Nibioroni Sabama. Le projet est également en parfaite cohérence avec les 5 objectifs généraux du document cadre de politique nationale de décentralisation DCPND. Ce comité de pilotage se tient en visioconférence comme pour impliquer les acteurs locaux dans l'élaboration du document de planification des activités prévues.
Et Bamako a abrité cette semaine les travaux de la 5e session du comité directeur du projet FIER, qui veut dire Filles et éducation résiliente. Cette édition a permis de faire le point des avancées réalisées en matière de scolarisation des filles, recenser les difficultés afin de formuler des recommandations pour améliorer les résultats du projet. Le projet est mis en œuvre dans les régions de Son, Mopti et Tombouctou. Il est financé par l'ambassade du Canada au Mali pour un montant de près de 5 milliards de francs CFA. Adam Maïga pour plus de détails. Plus de 6 000 enfants ont suivi leurs cours dans les écoles des régions de San, Mopti et Tombouctou et plus de 1 000 enfants ont bénéficié de la stratégie de scolarisation accélérée afin d'être intégrés dans le système éducatif formel. La formation professionnelle de plus de 765 femmes et filles figure également parmi les réalisations du projet FIER, Filles et éducation résiliente, au cours de l'année écoulée. Le projet FIER vise 3 objectifs. Le premier, c'est par rapport à l'accès à l'éducation. Après l'accès, nous avons l'amélioration des conditions d'apprentissage. Et enfin, nous avons le renforcement de la participation des filles et des femmes. Derrière ces résultats de la 3e année du projet FIER se cachent des difficultés liées au changement climatique et aux inondations. On a connu des déplacements des populations dans certaines zones. L'année passée, avec les inondations dans certaines écoles. Les défis restent nombreux, surtout dans les régions du centre et du nord. Mais nous avons la preuve, par les résultats déjà obtenus, que la coordination, le partage d'expériences et la vision commune portent leurs fruits. Ce projet a été financé par l'ambassade du Canada au Mali à hauteur de près de 5 milliards de francs CFA avec le soutien des pouvoirs publics. Le Canada demeure convaincu que l'éducation des filles est l'un des investissements les plus efficaces pour promouvoir l'égalité des genres et renforcer la résilience des communautés tout en favorisant un développement inclusif et durable. Le projet FIER s'inscrit pleinement dans cette vision. Et depuis sa création, le MECOP-SCOFI constitue un cadre exemplaire de concertation, de coordination et de partage d'expériences. Il favorise la cohérence des interventions, renforce les synergies entre les acteurs et contribue à une meilleure appropriation nationale des initiatives soutenues par le Canada dans les secteurs de l'éducation. Nous en sommes au 5e comité directeur. Nous savons tous qu'avec cette durée de vie, notre belle initiative tire donc vers sa fin. C'est le moment de penser au chemin parcouru, aux réussites et aux nombreux défis qu'a connu le projet FIER. C'est également l'heure de penser au terme et donc à la pérennisation des acquis. Au terme de cette rencontre, des propositions seront faites pour la 4e année du projet FIER. Celle-ci s'articulera autour de la consolidation, de la pérennisation et de l'appropriation des acquis afin de faciliter l'accès et le maintien des filles et des femmes à l'école selon les organisateurs. Les travaux d'aménagement de la route nationale 27 reliant Bamako à Koulikoro se poursuivent normalement. L'entreprise tient au respect du délai donné par les autorités. La réalisation de ce tronçon d'environ 10 km permettra de fluidifier la circulation. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Moussa Kamara a fait un tour sur le chantier. On regarde. Porté par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le projet de modernisation du tronçon urbain de Bamako de la route nationale RN27 vise à faciliter la mobilité à Bamako. Long de près de 9,5 km, cet axe stratégique affiche aujourd'hui un taux d'exécution de 36%. Nous travaillons actuellement intensément entre le monument de l'enfant Palestine jusqu'à un peu avant l'ambassade de la Chine. On passe du relax et les travaux sont concentrés sur l'exécution des travaux de terrassement, les caniveaux, les dallots, le déplacement des réseaux. C'est ce qui est en cours, globalement le dégagement des emprises. À partir de la semaine prochaine, on va commencer les travaux de la chaussée, notamment par la couche de fondation à la terrine de ciment et suivra aussi la couche de base en grande culture. Nous remercions les autorités de la transition pour cette réalisation qui améliorera considérablement nos conditions de vie et de déplacement. J'estime que les travaux avancent lentement, mais sûrement. Mais il faut reconnaître que nous sommes confrontés à des embouteillages. Une fois les travaux achevés,
La circulation sera beaucoup plus fluide dans cette zone. Les responsables du projet assurent également que toutes les dispositions sont prises pour limiter les impacts de la saison des pluies sur l'évolution des travaux. On a pris les dispositions effectivement pour réaliser rapidement certains travaux qui sont ouverts avant l'installation totale de l'hivernage. Mais au-delà de ça, on va continuer à travailler même pendant les heures, à sur des tâches faisables. Actuellement, on a la section effectivement du monument de l'enfant palestinien jusqu'à en face du relax, là, un peu avant l'ambassade d'ici, où on est en phase de terrassement, on veut rapidement en tout cas réaliser la structure de chaussée, c'est-à-dire au moins jusqu'à la couche de base en GB pour permettre d'ouvrir ça à la circulation. Et puis l'objectif c'est de sécuriser déjà les travaux déjà faits et de soulager les riverains et les populations en fait. Le chantier de la route nationale RN 27 progresse conformément aux orientations des autorités. Saluons vraiment la patience et le patriotisme des riverains en fait, qui sont touchés dans le cadre de l'élaboration des emprises. Nous demandons l'accompagnement aussi de la population en fait, pour la mise en œuvre de ce projet structurant qui va permettre de faciliter la mobilité sur ce tronçon à partir de l'axe de centre-ville vers les communes 2 et les communes 3. Malgré les désagréments, les populations gardent espoir. Avec un taux d'exécution de 36%, les chantiers avancent et laissent entrevoir une circulation plus fluide à Bamako. Les opérateurs économiques détenant des stocks de motocyclettes de cylindrée supérieurs ou égal à 120 cm3 disposent d'un délai de 90 jours pour se mettre en règle. C'est l'une des informations principales issues de la rencontre entre le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence et les associations des vendeurs de motos. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel portant suspension la circulation des grosses cylindrées en dehors des grandes agglomérations. Le reportage de Aliou Abdoulaye Touri. Après l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel portant suspension de la circulation de certaines catégories de motos en dehors des grandes agglomérations, place à l'étape de la sensibilisation des vendeurs de motos. Une phase d'information et d'échange visant à expliquer les contours de la mesure. Il y a beaucoup d'opérateurs qui sont passés dans nos locaux, qui ont posé la question comment est-ce que les déclarations doivent s'effectuer. On a senti un besoin vraiment d'explication. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment jugé nécessaire de venir rencontrer les opérateurs pour pouvoir discuter de ces questions-là. Parce que ceux qui n'ont pas compris dans cette décision, de leur expliquer, et ce qui a été expliqué vraiment d'approfondir aussi et de prendre aussi leurs préoccupations. C'est ce que nous avons fait. Au cours des échanges, les vendeurs de motos ont salué la mesure, tout en exprimant leurs préoccupations. La préoccupation première, les investissements que les gens ont faits avant la prise de cette décision. Comment ceux-ci peuvent être accompagnés? Le directeur régional du commerce a par ailleurs invité les vendeurs de motos à prendre contact avec les services de la direction régionale du commerce afin d'obtenir toutes les informations nécessaires et de procéder à la régulation de leur situation. Formation sur la protection des données à caractère personnel. C'est une initiative du ministère en charge de la construction citoyenne. L'objectif est de mieux outiller ces cadres pour faire face aux défis du numérique. Les détails avec Draman Sanogo et Sambou Diakité. Dans un souci de protection des données à caractère personnel en milieu professionnel et sportif, le département en charge de la jeunesse et des sports initie une formation de 3 jours à l'intention de ses cadres. Cette session de formation est le fruit d'une convention signée entre l'APDP et les 10 ministères. Cette initiative, qui traduit la volonté commune de nos 2 structures de faire de la protection des données personnelles une composante essentielle de la gouvernance publique, de l'éducation citoyenne et de l'action administrative. Convention qui témoigne de notre engagement partagé à promouvoir une culture numérique responsable et respectueuse des droits fondamentaux. Cette initiative témoigne de la volonté manifeste des plus hautes autorités de placer la sécurité numérique au cœur de la modernisation de notre action publique. À l'ère de la transformation numérique, nos cadres et encadreurs manipulent quotidiennement un patrimoine informationnel sensible, identité, coordonnées et dossiers administratifs.
La sécurisation des informations administratives est une nécessité pour préserver la confidentialité. Les dossiers, qu'ils soient physiques ou numériques, doivent être protégés par des mesures d'accès restreints. Pour les supports numériques, privilégier le chiffrement et des mots de passe robustes pour éviter tout accès non autorisé. La diffusion de photographies ou de vidéos impliquant des jeunes est strictement soumise à une autorisation préalable. Cette session de formation vise à faire de chaque encadreur et collaborateur un garant de la vie privée. L'UNICEF et ses partenaires ont remis des cartes conseils inclusifs en écriture braille et en langue des signes à la Fédération malienne des personnes handicapées. L'objectif est de contribuer à la promotion des droits de cette couche vulnérable dans notre société. Le reportage de Awa Traoré et Mahamadou Sidibi. Catherine Dabo, tout comme de nombreux jeunes, elle est l'heureuse bénéficiaire des cartes conseils adaptés destinés à sensibiliser et à encourager les pratiques favorables au bien-être de la communauté. Le document qui a été créé est d'une importance capitale, d'autant plus qu'on trouve beaucoup d'informations liées à la santé de la reproduction, et comment faire l'allaitement et la nutrition des nouveau-nés. Et donc c'est un document capital pour la communauté des personnes sourdes. Donc, le dernier mot que j'ai à dire, c'est de conseiller à mes sœurs sourdes de bien prendre connaissance de ce document. Il y a beaucoup d'informations qui concernent la santé de la reproduction et tout ce qui est nutrition de l'enfant. Ces outils permettront de pallier à une absence, à une insuffisance de communication sur les pratiques essentielles à l'endroit des personnes handicapées visuelles, mais également des malentendants. Nous assurons que ces outils ne dormiront pas dans les tiroirs et seront utilisés à bon escient. Une initiative de l'UNICEF et ses partenaires qui a pour but de faciliter le quotidien des personnes non-voyantes et malentendantes à travers des outils adaptés. Cette cérémonie officielle de remise des cartes conseils inclusives en écriture braille et en langue de signes à la Fédération malienne des associations des personnes handicapées marque une étape importante dans notre engagement individuel et collectif. Un tournant vers une société plus inclusive, plus équitable et attentive aux droits de tout un chacun. De la santé à la protection de l'environnement, en passant par l'hygiène, les cartes conseils sont relatives à de nombreuses thématiques pouvant conduire à une transmission des informations, voire un changement des comportements. Plusieurs initiatives ont été développées en vue de soutenir le gouvernement du Mali dans l'amélioration de l'accessibilité et l'utilisation des services sociaux de base menés par les acteurs en faveur des droits de l'enfant, afin d'orienter, d'accompagner et de conseiller les parents, communautés sur la connaissance et l'adoption des pratiques familiales essentielles. Tout au long de la cérémonie, les initiateurs n'ont cessé de rappeler l'implication de tous dans la vulgarisation des bonnes pratiques afin d'obtenir le résultat escompté. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui nous suivez de Thiès au Sénégal. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.